c'est 20h sur la télévision Futur Média à l'heure du grand journal. Les titres, c'est tout de suite. Incendie à la salle de vente à l'heure du bilan, la lancinante interrogation autour de la sécurité des marchés. Les autorités administratives accusées de négligence rejettent la faute sur les pensionnaires de ces marchés. Le sous-préfet de Dakar appelle les commerçants à plus de responsabilité. Théodore Monteil, suspendu des instances de Union citoyenne Buntubi jusqu'à nouvel ordre. Il lui est reproché de mener des activités fractionnistes. À cela s'ajoutent des menaces et des injures à l'endroit de la personne morale du parti ainsi qu'à sa famille. Ce 10 mars sera célébrée la journée mondiale du rein à Saint-Louis. Les centres de dialyse sont à l'agonie et admettent moins de malades faute de logistique appropriée. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine. Le chef de l'État Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, prône un cessez-le-feu durable. Le président Macky Sall, qui s'est entretenu au téléphone avec son homologue russe Vladimir Poutine ce mercredi, s'est réjoui de l'attention et de la disponibilité du chef du Kremlin à maintenir le dialogue pour une issue négociée du conflit. Une descente sur les lieux du désastre au lendemain de l'incendie qui s'est déclaré à la salle de vente a permis de constater les dégâts. Des dégâts qui seront toujours à déplorer tant que les pensionnaires de ces marchés ne seront pas conscients des dangers auxquels ils s'exposent. C'est l'avis du sous-préfet de Dakar, Djibi Diallo. À la mairie de Grand Dakar également, la lancinante question autour de la sécurité de nos marchés a été au cœur des discussions, mais sur place, l'édile dit veiller au grain et a pris le soin d'installer des bouches d'incendie dans son marché ainsi que des panneaux solaires pour éviter l'embrasement. Le point, c'est avec Habib Faye. Des incendies dont les origines restent méconnues. Un casse-tête qui hante le sommeil des autorités. L'incendie de la salle de vente de Dakar remet au goût du jour cette périlleuse problématique qui mérite une étude sérieuse. Des collectivités territoriales et les pouvoirs publics. Nous pensons qu'à ce niveau-là, il faut que chacun en fasse du sien. Il faut qu'aujourd'hui, que la restructuration des marchés soit aujourd'hui vraiment prise en charge totalement. Pour que l'occupation anarchique de l'espace public soit réglementée. On ne peut pas accepter d'avoir des packs lambaye en plein plateau. Ces terrains appartiennent à des gens. Si les propriétaires de ces terrains ne peuvent pas les mettre en valeur, ils doivent trouver des contrats avec l'État ou bien des sociétés privées pour essayer de voir quand même comment moderniser les marchés. Le maire de Grand Dakar a connu ces genres de sinistres dans sa commune. Jean-Baptiste Diouf propose l'installation de bouches d'incendie dans les marchés. Nous, au niveau de Grand Dakar, pour éviter ce problème de branchement, nous avons mis au niveau du marché des panneaux solaires. Nous faisons de la prévention pour éviter simplement que cela ne se reproduise. On prévoit, c'est une obligation même, et l'autorité compétente, l'administration, vérifie avant d'approuver le budget qu'il est prévu un poste budgétaire au niveau donc du budget qui est présenté. Pour éviter ces incendies, des acteurs proposent quelques pistes de solutions. L'accompagnement quand même soit mis en œuvre. Il faut qu'il y ait des bouches d'incendie dans les marchés. On ne peut pas quand même mettre un marché quelque part et ne pas qu'il y ait des bouches d'incendie. Mais nous allons installer des extincteurs, non seulement installer, mais former les gens pour l'utilisation. Comme ça, quand il y a un départ de feu, qu'ils puissent au moins maîtriser ce feu-là. Le projet qu'on appelle marché santé, nous travaillons avec eux et donc tout cela entre dans le cadre de sécuriser le marché. Des manquements notés ça et là, et pourtant, dans la nomenclature budgétaire des mairies, l'installation des bouches d'incendie sont obligatoires dans les marchés publics, faute de quoi l'autorité administrative peut sévir.
Cet incendie qui s'est déclaré à la salle de vente a suscité la réaction d'Amadou Kanar Diop, expert en gestion des risques et des catastrophes, qui accuse les autorités administratives locales. Selon lui, un rapport provenant d'une commission interministérielle alertait déjà en 2018 sur les dangers qui prévalaient au niveau du dépôt. Et pendant 4 ans, rien n'a été fait pour éviter le pire. Nous l'écoutons au micro de Chérif Dia. En 2018, il y a un comité interministériel qui a visité le marché Sandaga, la salle de vente et le Pakoulambay de Dakar. En conclusion, ils ont dit que l'état, par exemple, de la salle de vente, est, sur le plan sécuritaire, l'état, c'est alarmant. Ils l'ont dit. Ils ont demandé à ce que des dispositions soient prises pour respecter ces prescriptions avant qu'il y ait la catastrophe. Ça n'a pas été fait. Il y a 2700 mètres cubes de bois entassés, le volume. Il y a des ateliers menuiserie qui utilisent 380 volts. Il y a même des locaux de sommeil en baraquement là-bas. Il y a des restaurants avec des flammes, des feux nus. Mais tout ça, c'est un cocktail molotov. À partir de 1000 m3, le code de l'environnement dit qu'il doit être à autorisation. Ça, c'est dans le texte du code de l'environnement. Ils sont à 2700 m3. Personne n'en parle. À côté, Pakoulambay, c'est estimé à 6000 m3 de bois. Personne n'en parle. Le ministre de l'Intérieur, il y a eu un arrêté qui est sorti, qui demande au préfet de ne pas valider les budgets des ministères de l'Intérieur s'il n'y a pas 2 poteaux d'incendie au niveau des mairies. Le budget des mairies, s'il n'y a pas 2 poteaux d'incendie au niveau de ces marchés. Mais jusqu'à présent, absolument rien. Et nous restons dans les marchés, mais cette fois-ci pour parler de baisse des prix. À Tilène, les commerçants respectent les mesures du chef de l'État. 2 semaines après la baisse des prix des denrées alimentaires, commerçants et consommateurs souhaitent cette fois-ci une subvention sur les produits pour alléger, disent-ils, la dépense quotidienne. Suivons ce reportage, il est signé Chardio Petiano Laurent Mendy. Des denrées alimentaires exposées. Une baisse de certains prix exigés par le chef de l'État. Plus de 2 semaines après, ces commerçants se conforment à cette mesure. Il n'y a pas une grande différence. Les prix sont les mêmes. La différence peut être estimée entre 100 francs ou même 200 francs. Moi, par exemple, je vends mes produits comme je les ai coulés auparavant. Je pense que le gouvernement veut nous créer des problèmes, puisque certains clients ne pourront pas comprendre. Notre avantage, c'est de diminuer les prix, nous commerçants. Une baisse qui arrange les Sénégalais puisqu'elle allège les nombreuses dépenses. Je crois que c'est une bonne idée parce que durant la campagne électorale, les gens se sont beaucoup plaints des denrées alimentaires. Les prix sont excessivement élevés et du coup, ça affecte le panier de la ménagère. La baisse est trop petite. Huile, riz, sucre, des produits que le consommateur utilise presque tous les jours, d'où la subvention attendue. Le président Macky Sall doit subventionner les denrées alimentaires, comme l'avait fait son prédécesseur, Maître Abdoulaye Wade. Mais on ne demande pas une baisse. Des jours après, un soulagement notable des ménages sénégalais. Toutefois, certains prix des produits flambent encore sur le marché. Allez, parlons d'éducation à présent. À peine les accords signés avec le gouvernement, voilà que les enseignants ruent à nouveau dans les brancards. Face à la presse, le SAEMS et le QSEM se reprochent au ministre de l'Éducation de ne les avoir pas associés au réaménagement du calendrier scolaire. Ils alertent l'opinion publique par ailleurs quant à la non-matérialisation des tout derniers accords signés avec les autorités et espèrent cette fois-ci que le nécessaire sera fait pour envisager avec sérénité l'avenir de l'école sénégalaise, compte rendu de leur conférence de presse avec Fatou Bintou Conté. Que le gouvernement se le tienne pour dit, les syndicats d'enseignants, à savoir le QSEMS et le SAEMS, tiennent beaucoup au respect des accords et prennent en témoin l'opinion nationale au cas où. Vous savez très bien que ça fait longtemps que nous signons des accords et à chaque fois la rengaine du non-respect des accords revient. Et c'est la raison pour laquelle nous alertons. Et c'est notre devoir d'alerter. Puisque nous venons de signer des accords avec la partie gouvernementale, nous considérons que ces accords sont tellement importants que le gouvernement devra avoir l'obligation de les respecter cette fois-ci.
Ce mercredi, les enseignants s'offusquent que l'État, dans le cadre du réaménagement du calendrier scolaire, ne les a pas consultés. Et nous l'avons toujours dit au ministre de l'Éducation, nous ne sommes pas dans une co-gestion du ministère de l'Éducation, mais que ce ministère, dans tous les pas posés, mais méritait quand même qu'il y ait des concertations. Parce que je dois le préciser aussi devant la presse, le calendrier qui a été réaménagé, nous l'avons reçu au même titre que vous. Il n'y a pas eu d'échange entre nous et le ministère sur ce calendrier réaménagé. Ces syndicalistes s'indignent aussi que le salaire de certains enseignants soit ponctionné ce mois-ci. Nous avons senti de lourdes ponctions qui ont pesé surtout sur les contractuels. Et ces ponctions, je considère que certaines d'entre elles mais ne répondent pas aux normes. Parce que parfois même, on a pris plus du tiers du salaire. Et ça, je crois que le ministère de l'Éducation est appelé à revoir ces situations-là parce que quand même ces collègues-là ne méritaient pas cette situation. Le QSEMS, comme le SAEMS, pour ces 3 mois de grève, qui, comme enseignement, une force syndicale qui n'est plus à démontrer, mais l'adhésion de la population à leur cause. Le premier enseignement, c'est que si le SAEMS et le QSEMS sont ensemble, mais le combat porte bien. C'est le premier enseignement que nous retenons. Mais tout le monde sait que lorsque ces deux organisations ont entamé la lutte, ces deux organisations, tout le système éducatif était bloqué. Toutefois, le mot d'ordre de grève n'est pas levé, mais suspendu. Et tout dépend de la réaction de l'État, selon ses enseignants. Un fait à déplorer à Fatick. Des filles subissent des violences en milieu scolaire. Dans les dernières statistiques de la région font état de 9 cas de viol d'élèves pour l'année 2021. D'autres sortes d'agressions aussi sont évoquées dans un rapport de l'UNESCO qui veut y mettre un terme. 288 enseignants de l'élémentaire ont ainsi été capacités pour prévenir ces violences qui favorisent l'abandon scolaire chez les filles. Aminata Goudiaby et Abdou Karim Bey pour le point. Les statistiques font froid dans le dos. Près d'une dizaine d'écolières victimes de viols en 2021 dans la région de Fatick. Des dizaines d'autres ont subi des violences physiques. Parce que nous avons les statistiques du KHP, les statistiques de l'UME, les statistiques donc de l'hôpital régional. On se rend compte que de plus en plus, il y a un peu place à ces violences-là. On a les statistiques de 2021. Nous avons déjà 9 cas de viol à Fatick. Ici, rien qu'à Fatick. Viol d'enfants. Et ce sont des enfants qui ont été marqués par des traumatismes, qui ont été obligés d'être suivis par des psychologues conseillers. C'est apeurant. Des violences psychologiques sont également perpétrées sur les élèves et surtout les filles. Et cette attitude de certains enseignants favorise la déperdition scolaire. D'abord la violence physique, d'abord entre les élèves, entre l'enseignant et l'élève qui n'est pas conscient que ce qu'il fait à l'élève peut avoir un impact sur lui. La violence psychologique qui peut se manifester par ce que l'enseignant peut dire à l'enfant, des paroles blessantes qui peuvent jouer sur sa psychologie. Pour un meilleur épanouissement et une égalité filles-garçons à l'école, l'UNESCO accompagne l'Académie de Fatick dans le renforcement de capacités des enseignants de l'élémentaire. L'objectif est de prévenir les violences de genre. Parce que l'école aussi est un milieu qui devrait être sécurisant. L'école est un milieu qui devrait normalement charrier des bonnes valeurs. Donc si on y postule, si on laisse fleurir la violence, cela pose problème. Donc il va falloir nécessairement définir des stratégies aptes à endiguer ce mal-là. En faisant de telle sorte que les enseignants soient très bien formés, mais en faisant de telle sorte qu'ils soient convaincus que ces violences de genre-là sont des freins véritablement aux efforts d'éducation du Sénégal. Cette formation entre dans le cadre du programme 03 de l'UNESCO. 288 enseignants de la région ont été ciblés et ils vont servir de relais auprès de leurs autres collègues. Sur ce drame qui s'est produit à la rue Tionk il y a à peu près une semaine, un homme atteint de troubles mentaux du nom de Khassimouba a asséné plusieurs coups de couteau à son ami avant de le brûler vif. Le meurtrier a par la suite été arrêté par la police. Une arrestation jugée un peu trop musclée, un peu trop brutale par Ansoumana Dione, le président de l'association pour l'assistance aux malades mentaux, loin de vouloir disculper le mis en cause, préconise toutefois que les forces de l'ordre soient mieux formées et mieux outillées dans ce genre d'intervention. Nous l'écoutons. 4000 malades mentaux errants sont livrés à eux-mêmes dans la nature, ce qui constitue un danger permanent. Ce malade mental qui a égorgé ce menuisier à Sandaga, tout le monde a vu les vidéos avec la police l'interpellant de la façon la plus atroce. Les Sénégalais, la police, les sapeurs-pompiers, la gendarmerie, nos forces de l'ordre ne sont pas outillés, ne sont pas formés par rapport
à la prise en charge, en tout cas des malades mentaux. Ce n'est pas n'importe comment qu'on intervient. Un malade mental n'est pas un vagabond. Ce malade mental devrait être amené normalement par les sapeurs-pompiers. Mais tout le monde a vu les risques que le policier a pris pour neutraliser ce malade mental. Combien d'autres malades mentaux sont dans les rues? Ça veut dire qu'aujourd'hui, chaque citoyen sénégalais est en danger. Raison pour laquelle chacun d'entre nous devrait prendre ses responsabilités par rapport à ces questions. La journée mondiale du rein sera célébrée demain 10 mars. À Saint-Louis, les insuffisants rénaux tirent la sonnette d'alarme. Dans la vieille ville, les machines pour la dialyse se font de plus en plus rares. Résultat, les séances sont réduites à cause d'un manque logistique mais aussi de personnel et les malades ont bien l'intention de se faire entendre à l'occasion de la célébration de cette journée mondiale du rein prévue demain. Reportage signé Ousseynou Diop. À quelques heures de la célébration de la journée internationale du rein, les insuffisants rénaux de Saint-Louis alertent. Ils sont dans le désarroi total à cause des difficultés auxquelles ils font face. Les patients se disent être à bout de souffle avec cette maladie coûteuse qui les tue à petit feu. Maladie assez compliquée et très coûteuse. Les médicaments sont très chers et puis il n'y a pas de prise en charge. Et les séances de dialyse, il faut s'inscrire 1 an voire 2 ans avant. Pour obtenir une bonne prise en charge dans ces services à l'hôpital régional de Saint-Louis, c'est la Croix et la Bannière. Présentement, 38 malades sont sur la liste d'attente. Ici, les séances sont même réduites. N'est que là, on fait que 2 séances au lieu de 3 parce qu'il n'y a pas de kit. Lorsqu'on fait les dialyses, on nous demande d'acheter certains intrants. Chernia, un autre patient, raconte son calvaire. Les insuffisants rénaux souffrent parce que la maladie est coûteuse. On ne peut plus travailler. Les malades ne peuvent plus gérer les besoins de leur famille. À l'hôpital régional de Saint-Louis, le dépistage précoce est préconisé, mais également le soutien des Saint-Louisiens. Ça se passait toujours. Le monde va répondre, la population va répondre pour éradiquer vraiment cette maladie de notre ville. En prélude à la journée du rein qui sera célébrée demain 10 mars, les acteurs se mobilisent et misent essentiellement sur la prévention. Célébration de la journée de la femme placée justement au cœur du développement, cette journée mondiale féminine. L'option prise par l'État du Sénégal, c'est d'accompagner toute femme jusqu'à son autonomisation, socle de développement selon la ministre de la Femme, Ndeye Saly Diop Dieng, que je vous propose d'écouter dans ce reportage de Mamadou Fall. L'autonomisation des femmes doit se matérialiser. Poser les jalons devient une obligation. L'État du Sénégal multiplie les efforts pour que celles-ci se positionnent davantage dans la société. Ici au Grand Théâtre, l'ingéniosité féminine est bien exposée. Nous a montré encore la contribution des femmes dans le développement socio-économique de nos pays. Ces femmes, ce sont des braves femmes qui ont été formées dans les nouvelles technologies. Nous avons commencé par les femmes qui sont dans la reforestation. Nous sommes allés avec les femmes qui sont dans l'énergie solaire. Nous sommes ensuite venus dans les femmes qui sont dans la transformation des produits locaux. Et je pense que c'est très important. L'État du Sénégal compte bien les accompagner pour un essor économique. Les femmes doivent être accompagnées économiquement pour pouvoir booster leurs initiatives. Elles en ont beaucoup. Et les initiatives de grande envergure, des initiatives structurantes, qui ont des projets vraiment, qui sont d'apport, ils ont un grand rapport par rapport à ce qui se fait d'habitude dans notre pays. Elles sont diversifiées, les initiatives, elles sont porteurs de richesse et créateurs d'emplois. Donc je pense que ce qui est important, c'est que l'on puisse les accompagner, leur trouver les financements et la formation qu'ils font pour pouvoir éclore leur potentiel. L'honorable député Aouagnan, le Sénégal regorge de braves femmes. La nationalité, en tant que député. La femme sénégalaise demeure brave. Nous sommes présentes dans toutes les instances. L'Assemblée nationale en est une parfaite illustration. D'ailleurs, nous nous sommes battus jusqu'à imposer la parité. Notre position dans la société doit être renforcée. Les femmes sont célébrées par leur ministre de tutelle pour marquer ce 8 mars. Pour les autorités étatiques, le développement du Sénégal doit forcément passer par elles.
Je vous l'annonçais en titre, Union citoyenne Buntubi se démarque d'un de ses membres. Suspension jusqu'à nouvel ordre donc de M. Théodore Chérif Montaigne pour activité fractionniste, sabotage, instigateur ou complice de critiques, injures et menaces faites à l'endroit de la personne morale du parti et de sa famille, ainsi qu'usurpation de fonction. M. Théodore Chérif Montaigne ne peut, à compter de cette date, représenter et ou parler au nom de Union citoyenne Buntubi, utiliser ces signes distinctifs, logo, couleur, nom de Union citoyenne Buntubi, création d'une commission nationale des recours, mise en place d'une commission ad hoc chargée de travailler sur l'organisation du congrès du parti après les élections législatives du 31 juillet 2022. Union citoyenne se félicite de la création de la coalition Buntubi pour les élections législatives du 31 juillet 2022 dont l'objectif est d'obtenir la majorité absolue pour une alternative crédible et apaisée. Un communiqué donc de la formation politique fait à Dakar ce 9 mars 2022 est signé par le président de l'Union citoyenne Buntubi, Dr El Hadj Ibrahim Mbow. Transition pour aborder justement les prochaines élections législatives. Après publication par la Direction générale des élections du nombre de parrains requis pour déposer une liste, eh bien, les réactions s'enchaînent. Nos reporters ont tendu le micro à deux avocats. Alors pour le premier, Maître Abdoulaye Tine, le système de parrainage est une défiance du président Macky Sall vis-à-vis de la Cour de justice de la CEDEAO. Pour Maître Ousmane Seye, par contre, eh bien, ces prochaines joutes sont assez sérieuses et nécessitent d'installer un système de parrainage qui ne gâche en rien, selon lui, l'aspect démocratique. Et tous les deux s'expriment dans ce reportage signé Marcel Farba-Maroun. 34 580 électeurs au minimum et 55 327 au maximum. Tels sont les nombres de parrains requis pour les candidats ou listes de candidats désireux de se présenter aux élections législatives du 31 juillet prochain. Une décision qui sonne comme une défiance de Macky Sall vis-à-vis de la Cour de justice de la CEDEAO. Le 29 avril, la Cour avait rendu une décision dans laquelle il ordonnait au Sénégal de retirer cette loi, mais également de procéder aux réformes législatives appropriées pour garantir la libre participation des citoyens sénégalais à tout type d'élection. Non seulement le Sénégal n'a pas soumis son rapport dans les délais de 6 mois comme l'a invité la Cour, mais pire, il décide de le maintenir en violation flagrante des principes établis dans les conventions internationales des droits de l'homme, mais également en violation des principes démocratiques. Pour d'autres, par contre, le parrainage est justifié, car permettant de tester une certaine légitimité populaire. Un candidat qui est incapable au niveau national d'avoir des parrains d'un montant de 34 000 à raison de 1000 parrains au moins dans les 7 régions, ce candidat n'est pas légitime. Le parrainage doit servir aux candidats d'être autorisés par le peuple électeur, par les électeurs sénégalais à se présenter aux candidats pour briguer le suffrage. Quand on est incapable d'avoir cette légitimité, ce n'est pas la peine de se présenter aux élections. Concernant les modalités d'application du parrainage, une commission instituée par le ministère de l'Intérieur sera chargée de réceptionner, contrôler et statuer la recevabilité des listes de parrainage. Les dites modalités feront objet de réflexion ce jeudi entre le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome et les différents partis politiques afin de tenter de trouver un consensus. Plus de 8,5 millions de francs dépensés par la société pétrolière Woodside pour des achats de matériel auprès de fournisseurs sénégalais, un montant révélé dans le rapport 2020 du Comité national de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, l'ITIE. Les entreprises minières et pétrolières de la région ont contribué à hauteur de 2 milliards dans le cadre des revenus générés par le secteur extractif national. Les précisions sont de Moustapha Fall. Il est justement le responsable des affaires juridiques à l'ITIE et nous l'écoutons au micro d'Aminata Goudiaby. Plus
ressources pétrolières et minières qui sont dans la région ont contribué à hauteur de 2 milliards. Et au titre également des paiements des biens et services, l'opérateur principal, en tout cas les entreprises, ont payé à hauteur de 8 milliards. Et ça pose le débat sur la question du contenu local. Mais il faut indiquer qu'il a été révélé également que l'entreprise principale opératrice ici n'a pas donné assez de détails par rapport aux informations qui sont déclarées et qui concernent ce qu'on appelle l'achat de biens et services par rapport aux fournisseurs. Ce qui ne permet pas sans doute d'avoir une bonne quantification, mais ce qu'il y a lieu de retenir, c'est que c'est une entreprise qui emploie 12 personnes avec une contribution au niveau de la masse salariale à hauteur de 1 milliard. Lutte contre l'insécurité maritime, le port autonome de Dakar arme ses hommes. L'entreprise publique, dans le cadre d'une stratégie de modernisation de ses différentes entités, forme son personnel à l'assimilation du Code international pour la sûreté des navires, mais aussi des installations portuaires. Le point, c'est avec le secrétaire général du port autonome de Dakar au micro d'Alun Diagne. Il faut plus de 1500 personnes des administrations qui relèvent de l'action de l'État en mer, douaniers, affaires maritimes, marine nationale, police nationale. On a formé tout cela sur les problématiques de sécurité et sûreté maritime. Et dans ce cadre que dans le cadre d'un partenariat avec Expertise France et l'Union européenne par derrière, nous sommes aujourd'hui, cette année, nous avons commencé un ensemble de formations liées au code ESPS depuis le port d'Abidjan, le port de San Pedro et maintenant le port de Dakar, pour aider les acteurs portuaires à implémenter ce dispositif juridique international. Et évidemment, cela, c'est pour contribuer donc, à la lutte contre l'insécurité maritime, comme a dit Madame l'ambassadeur, l'insécurité maritime, pas seulement le terrorisme, mais également la piraterie, la petite délinquance au niveau portuaire, afin donc de renforcer la compétitivité de nos ports. Et vous avez sans doute dû rectifier de vous-même, il ne s'agissait pas du secrétaire général du port autonome de Dakar, mais plutôt d'un représentant de l'ISMI. Cette information très triste qui vient de nous parvenir, la presse sénégalaise et le monde de la culture endeuillé, Sénéweb a en effet appris le décès de Maguette Wade, animateur phare de la RTS dans les années 90. Le décès est intervenu au centre hospitalier universitaire de Fann. Maguette Wade a beaucoup contribué à forger la notoriété de nombreux artistes sénégalais à travers son émission culte télévariété diffusée tous les samedis soir à la télévision publique, et nous y reviendrons certainement en détail dans nos autres éditions. Paix à son âme et nos condoléances éplorées à sa famille. Autre nécrologie, le chef d'orchestre de Lucas Band de Sédhiou, qui n'est plus. Ibou Diaité est décédé ce matin à la suite d'une maladie à l'âge de 67 ans. C'est en 1975 que le bassiste a commencé la musique avec Lucas Band de Sédhiou, et c'est avec cet orchestre qu'il a été primé plusieurs fois à travers le monde. Bakary Konté pour les détails. Ibou Diaité, bassiste, chef d'orchestre de Lucas, est décédé ce matin à la suite d'une maladie. Les amis, parents et proches témoignent. Il était malade. Vous savez, il est revenu d'une très longue maladie. Bon, il a pu se rétablir, Dieu merci, parce que je me rappelle bien qu'on l'avait mis dans un coma artificiel pour pouvoir le traiter. Mais finalement, il s'est rétabli et il a même commencé à jouer dans l'orchestre. La semaine, il y a moins de 10 jours, quand il a fait un AVC. Et c'est finalement, il a succombé. Là où ils étaient, les gens se marraient tout le temps. Les gens étaient là pour rire. Ils faisaient rire les gens. L'homme, c'est un ami à moi. D'ailleurs, c'est moi qui l'ai appris à jouer à la guitare. Parce qu'on est toujours ensemble. Tu ne peux pas le voir et que je ne suis pas là-bas. C'est un père exemplaire, quoi. Il nous a tellement éduqués à sa façon, à sa manière. Et on est, des fois, je l'appelle grand. Il nous a tout permis, quoi. Lucas Band de Sédhiou est créé le 10 octobre 1959. Ibou Diaité a fait ses premiers pas dans l'orchestre en 1975. Il avait commencé par chanter. Je me rappelle nos premières années, on chantait. On était dans l'orchestre du CEG. Voilà, donc lui, Men et moi, on était tous des chanteurs. C'est moi qui les ai obligés à apprendre à jouer à la guitare.
Après lui, il s'est converti en bassiste parce qu'il savait improviser. Nous avons démarré dans la grande formation tous ensemble en 1975. Avec Lucas, l'homme a gagné plusieurs titres et il a fait le tour du monde. Lucas a eu à remporter 3 fois de suite la médaille d'or qui lui a valu le titre d'être déclaré orchestre hors concours au Sénégal et qui lui a valu la récompense d'aller représenter le Sénégal au Festival panafricain de la jeunesse à Tunis en 1973. Après ça, comme je l'ai dit, à partir de 1994, on a régulièrement tourné dans le monde. En France, en Espagne, en Allemagne. C'est la tristesse et la consternation à Sédhiou. Ibou Diété repose désormais au cimetière musulman de Sédhiou. Allez, hors de chez nous, dans l'actualité internationale, le Gabon, la Guinée, le Nigeria, mais aussi le Niger, où des attaques imputées à Boko Haram ont fait une dizaine de victimes. Le récit de ce tour d'horizon de l'actualité internationale est signé Daniel Diouf. Au moins 10 civils tués dans la nuit de lundi à mardi au Niger dans une série d'attaques attribuées à Boko Haram. Le massacre s'est déroulé dans la commune de Guesquerou, dans le sud-est, proche du Nigeria. Selon un élu de la commune, les assaillants du groupe Boko Haram venus à pied ont attaqué plusieurs villages. Toutes les victimes sont des hommes et tous ont été tués par arme à feu. Le bilan pourrait toutefois être plus lourd. Le village de Lada, situé sur la commune de Difa, ayant également été attaqué selon plusieurs sources. Autre drame, celui-là survenu au Nigeria où des hommes armés ont tué 13 soldats, 5 policiers et un milicien local lors d'une bataille rangée dans le nord-ouest du pays où sévissent depuis de longs mois des gangs criminels de bandits qui terrorisent les populations. L'attaque s'est déroulée mardi dans le village de Kania, dans l'état de Kebbi, frontalier du Niger, au lendemain de la mort de plusieurs dizaines de miliciens abattus par des bandits dans la même région. En Guinée, le procureur militaire a ordonné mardi la remise en liberté de 6 militaires impliqués dans le coup d'État du 5 septembre 2021. Ils étaient accusés de vol et placés sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt de Conakry. Ces 6 militaires ont préparé et mené le coup d'État aux côtés du colonel Mamadi Doumbia, l'actuel président. On les accuse de pillage et d'avoir volé près d'1 milliard de francs guinéens. Le procureur militaire les a placés sous contrôle judiciaire. Ils devront se présenter devant un juge 2 fois par semaine, ne pas sortir de Conakry sans autorisation et ils n'ont pas le droit de porter une arme. Et puis, un 8 mars mémorable pour cette dame, ancienne ambassadrice du Gabon en France et auprès de l'Union européenne. Félicité Ongouori Ngoubili, nommé hier ministre de la Défense selon un décret du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. D'ailleurs, en cas de vacance du pouvoir ou d'empêchement du président de la République, elle devra, en compagnie des présidents des 2 chambres du Parlement, assurer l'intérim du chef de l'État jusqu'à une nouvelle élection ou en cas d'indisponibilité temporaire selon une révision constitutionnelle de décembre 2020. Allez, actualité sportive, et ça se passe sur les parquets avec le Dakar Université Club qui doit rehausser son niveau de jeu pour espérer gagner la Basketball Africa League. L'entraîneur Omar Diouf fustige les nombreuses défaillances dans l'organisation du jeu ainsi qu'un manque de rigueur défensive qui sont à l'origine des 2 défaites du club estudiantin. Cher Sadibou Diarra. Beaucoup trop de précipitations dans le jeu. Un secteur arrière qui peine à donner satisfaction. Le Dakar University Club enchaîne une 2e défaite à la Basketball Africa League. Une équipe pas au point offensivement comme défensivement. Il va falloir que le coach revoie un peu son jeu, c'est-à-dire surtout au niveau des arrières, ça reste, à part comment ça s'appelle, Ahmed Tarid, donc le reste, voilà, Mounian, ça reste, il ne score pas, donc il n'est pas encore dans le jeu. Donc hier, je pense qu'il a joué 21 minutes, 0 points pour un meneur, c'est inacceptable. Même au côté passe aussi, il était à une passe décisive. Bon, il va falloir que voilà, il essaie de revoir son jeu, donc pour qu'il puisse un peu aider l'équipe dans son ensemble. Sinon aussi dans l'ensemble, j'espère qu'ils vont revoir aussi du côté de la défense, surtout au côté des rebonds offensifs et défensifs. Toutefois, l'optimisme est toujours de rigueur pour la suite de la compétition. Une qualification du Dakar University Club au prochain tour
passe par une amélioration au niveau de l'adresse aux 3 points. Il y a un seul pointeur, on va dire, un peu sur le côté arrière, Bamba Diallo, qui est capable peut-être de mettre des tirs à 3 points. Sinon, voilà, on n'a pas un pur shooter qui peut aider un peu au niveau du scoring, à part l'étranger qui est venu là, Ahmed Tariq. Après, il y a un peu l'intérieur qui aide aussi Jordan Abolo. Donc voilà, il va falloir que le coach revoie un petit peu d'une manière générale par rapport au jeu. Sinon, bon, après, je reste optimiste. J'espère que les 2 matchs qui restent, ils vont se rectifier pour essayer de rebondir un petit peu. Déjà dos au mur, avec 2 défaites, le Dakar University Club est condamné à remporter ses 3 derniers matchs, à commencer par celui face au Rwanda Energy Group ce vendredi à partir de 21h. Fantastic court vision. Et juste avant de nous quitter, rappel de la principale information de la soirée, le décès de Maguette Wade, grande icône de la télévision dans les années 90 et porte-étendard de la RTS. Un décès qui est survenu donc au centre hospitalier universitaire de Fann. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Tout de suite après moi, Abdoulaye Der qui est déjà dans le studio. Il reçoit ce soir Amadou Seck, directeur d'Eurogerm, mais aussi vice-président du CNP. Bonsoir Abdoulaye Der. Bonsoir Sarah Cissé, merci pour toutes ces informations.